Les 30 prochaines minutes, c'est moi qui vais vous adresser la parole. Et puis, le sujet que j'ai choisi de vous présenter, parce que c'est toujours bon, en Ontario, on pense toujours à ça, quand on fait une conférence, il faut toujours avoir une composante déontologie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en Ontario, on a des heures bien précises qu'on doit faire pour la formation professionnelle continue. Donc, il s'agit de 12 heures par année. Et depuis quelques années, il y a 3 de ces 12 heures-là qui doivent être en responsabilité professionnelle. Responsabilité professionnelle dans le sens large du terme, qui inclut déontologie, qui inclut aussi gestion de cabinet, etc. Mais il y a toujours ces 3 heures-là que les avocats et les avocates doivent faire en responsabilité professionnelle. Alors, c'est pour ça que c'est un peu normal dans les conférences ontariennes, en tout cas, de toujours avoir une composante de déontologie, parce que c'est les gens comme moi qui enseignent dans ce domaine-là. On est devenu pas mal plus populaire depuis quelques années parce qu'on se fait inviter à des conférences, parce qu'on peut toujours intégrer cette composante déontologique. Donc, le sujet que j'ai choisi de vous présenter, c'est parler du code de déontologie, mais en lien avec les droits linguistiques. Parce qu'évidemment, quand on se rencontre entre francophones et francophiles dans nos conférences d'AGEF, les droits linguistiques, c'est toujours quelque chose qui est d'intérêt pour tout le monde. Alors, voici ce que je vous propose au menu pour les 30 prochaines minutes. Je vais vous parler des dispositions linguistiques qui existent dans les différents codes. Je vais vous parler du code ontarien, mais évidemment aussi du code albertain. Je vais vous tracer un peu un historique de ces dispositions linguistiques-là, et puis ensuite, je vais un peu tourner la page, mettre mon chapeau de prof universitaire, puis critiquer un peu ces dispositions linguistiques-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par disposition linguistique dans les codes de déontologie? Mais c'est pas compliqué. En d'autres mots, on regarde le code de déontologie et on se pose la question très simple, qu'est-ce que le code de déontologie dit par rapport aux droits linguistiques? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il y a dans le code de déontologie par rapport à ça? Bien, la réponse est simple parce que les codes de déontologie n'ont pas grand-chose à dire en matière de droit linguistique. Ça se résume essentiellement à ce qu'on appelle au niveau du code type de la fédération, dont je vais vous parler dans une seconde, et du code ontarien à ce qu'on appelle le 3.2-2A et 3.2-2B. En Alberta, c'est le 3.2-7 et 3.2-8 qui est l'équivalent. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement la règle ontarienne. Je fais ça pas juste parce que je suis de l'Ontario, puisque je pense que l'Ontario, c'est le nombril du Canada, mais parce que, d'abord, elle est rédigée en français, tandis que la règle albertaine est rédigée en anglais. Alors, c'est déjà une bonne excuse pour vous présenter la règle ontarienne d'abord. Quand je vais retracer un peu l'historique, vous allez comprendre aussi que la règle ontarienne, c'était l'original, c'était la première, et donc ça fait peut-être du sens de parler de la règle ontarienne d'abord aussi. Mais aussi parce que la règle ontarienne, elle est plus complète, dans le sens que je vais vous parler dans un instant de la règle albertaine, puis vous allez voir qu'il y a 2-3 petits morceaux qui manquent par rapport à la règle ontarienne, mais aussi par rapport aux autres codes de déontologie du Canada. Alors, voici le 3.2-2A, 3.2-2B de la règle ontarienne. Je ne suis pas fort sur lire les PowerPoint, mais je pense qu'au moins pour se situer au début, ça vaut la peine qu'on le passe à travers ensemble. 3.2-2A. L'avocat informe son client, s'il y a lieu, de ses droits linguistiques, y compris de son droit à l'emploi de la langue officielle de son choix ou d'une langue reconnue dans les lois provinciales et territoriales en tant que langue dans laquelle un dossier peut être traité, y compris, le cas échéant, les langues autochtones. 3.2-2B, si un client propose d'utiliser une langue de son choix et que l'avocat n'a pas compétence dans cette langue pour fournir les services requis, l'avocat ne doit pas accepter le mandat à moins d'avoir des compétences pour fournir ces services et d'avoir le consentement du client par écrit. Donc, pour résumer, le 3.2-2A, c'est l'obligation de l'avocat d'informer son client de l'existence de ses droits linguistiques. Et ça se résume essentiellement à ça, le 3.2-2A. L'idée du 3.2-2B, c'est que l'avocat, lorsqu'il prend un dossier dans la langue en question, doit, surprise, surprise, avoir des compétences pour fournir les services dans cette langue. Donc ça, c'est les deux idées du 3.2-2A et 3.2-2B. Il y a, puis là je ne vais pas vous faire la lecture de ceci, mais il y a des commentaires
qui viennent s'ajouter au code. Puis comme vous savez, les codes de déontologie, de façon générale, sont rédigés de cette façon-là. Règles, commentaires, règles, commentaires, règles, commentaires. Petite parenthèse, il ne faut jamais oublier que les commentaires, en tout cas en Ontario, on a de la jurisprudence qui nous dit que le commentaire est aussi valide et autant de force que la règle comme telle. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, il faut toujours, on ne devrait pas lire les commentaires comme étant juste bon à savoir, mais en fait aussi obligatoire. Donc, il y a trois idées principales qui se retrouvent dans le commentaire ontarien. D'abord, l'idée que l'avocat devrait informer son client de ses droits linguistiques le plus tôt possible. La question, en fait, je devrais dire qu'il y a 4 idées. La première, c'est informer son client le plus tôt possible. La deuxième idée, c'est la première phrase du deuxième paragraphe, le choix de la langue revient au client. Ensuite, dans le restant du paragraphe, on a l'avocat devrait connaître les droits linguistiques, puis on mentionne justement la charte, le code criminel et autres. Et la dernière idée, le paragraphe numéro 3, c'est pas une nouvelle idée, ça revient chercher le 3.2-2b que je vous ai dit tantôt, que l'avocat doit avoir la compétence pour mener le dossier dans la langue choisie par le client. Okay? Donc, encore une fois, je résume. Vous voyez, je suis prof, j'ai l'habitude de un peu remâcher les mêmes idées pour s'assurer que ça rentre. 3.2-2A, l'obligation d'informer. 3.2-2B, la compétence de l'avocat dans la langue choisie. Ensuite, l'idée d'informer dès que possible, que le choix revient au client et que l'avocat doit être connaissant des dispositions linguistiques ou des droits linguistiques de façon générale. Donc, je viens de vous faire le résumé des dispositions linguistiques qui existent dans le Code de déontologie ontarien. Ça se résume à ça. Si quelqu'un dans la salle est au courant d'autres dispositions linguistiques du Code de déontologie, laissez-moi savoir parce que ça se résume à ça. Le Code de déontologie, comme vous le savez, en Ontario et ailleurs, est très long, mais il n'y a rien d'autre qui parle des droits linguistiques. En Alberta, qu'est-ce qui se passe en Alberta? Évidemment, d'abord, il est rédigé en anglais, ça c'est déjà la première constatation, mais c'est autre chose. 3.2-7 et 3.2-8, et il y a un commentaire, 1 et 2. Je n'ai pas l'intention de vous faire la lecture de A à Z, mais peut-être juste de mettre le doigt sur certaines distinctions. La première arrive au troisième mot. A lawyer should. C'est pas shall, c'est pas must, mais c'est should. Puis je vais revenir là-dessus vers la fin de ma présentation, où est-ce que je vais un peu critiquer les règles. Donc, la première, évidemment, critique évidente, c'est le should plutôt que le shall ou le must. Donc, a lawyer should advise a client of the client's language rights. Ensuite, on a l'idée, la même idée au 3.2-8, que l'avocat doit avoir la compétence pour gérer le dossier dans la langue choisie par le client. Ensuite, vous voyez qu'il y a 2 commentaires. Donc, il y en a un qui n'est pas là du tout. Celui qui n'est pas là du tout, c'est le premier qu'on retrouvait en Ontario, celui-ci. L'avocat devrait informer le client de ses droits linguistiques le plus tôt possible. Donc, celui-là, en Alberta, il n'est pas là. Mais, grosso modo, pour le reste, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on retrouve dans le code ontarien. Fait que laissez-moi maintenant prendre un petit recul, vous parler de comment est-ce qu'on est arrivé à la situation actuelle, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il y a eu des changements importants en Alberta et dans le restant du Canada dans les dernières années. Puis vous allez voir que la réponse, c'est oui. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'il y a effectivement eu des changements très importants par rapport à cette règle-là à travers le Canada. Donc, je vous ai déjà mentionné que la première province à adopter des dispositions linguistiques, comme on vient de voir, c'était l'Ontario en 2001. C'était sous forme ça ressemblait drôlement à la partie A, le 3.2-2A qu'on retrouve en ce moment. Et on avait une liste de dispositions législatives provinciales qui disait du genre, l'avocat devrait considérer cette règle-là, la loi sur les tribunaux judiciaires, la loi sur les services en français, d'autres lois ontariennes qui peuvent avoir un impact sur les droits linguistiques du client. L'AGEFO, et donc notre AGEF provincial, avait joué un rôle évidemment important dans l'adoption par le barreau de ces dispositions-là. 2 années après
après, en 2003, c'est le Nouveau-Brunswick qui a adopté ses dispositions linguistiques qui étaient un peu dans la même veine aussi. Ensuite, il y a eu une période où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et puis là, je vous amène en 2007. Est-ce que c'est uniquement en raison du discours de Graham Fraser, qui était alors commissaire aux langues officielles du Canada, que les choses ont changé? Je ne sais pas, mais je pense que le commissaire a eu un rôle à jouer, y compris d'autres AGF aussi. Mais je vous présente quelques passages d'un discours de Graham Fraser qui vous donne un peu la saveur, qui vous donne un peu l'idée de qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de discussion parmi les communautés de langue française juridique. Il a dit ceci, Graham Fraser: la plupart des écoles de droit ne sensibilisent pas assez leurs étudiants quant à l'existence des droits linguistiques et à leur importance. La majorité des diplômés en droit ne connaissent que la moitié des lois qu'ils ont étudiées, celle qui est en anglais ou celle qui est en français. Une fois, puis je vais revenir sur cette idée-là tantôt dans mes critiques, en fait. Une fois qu'ils ont été admis au barreau, les avocats sont rarement informés de ces droits, ni non plus l'importance qu'ils ont pour leurs clients. Vous pouvez, donc en s'adressant, il s'adressait ici aux différents barreaux, vous pouvez et vous devriez informer vos clients de leur droit de s'exprimer au tribunal dans la langue officielle de leur choix. Vous pouvez les encourager à exercer ce droit s'ils le souhaitent ou si vous estimez qu'il va de leur intérêt. Si vous maîtrisez bien la langue officielle qu'a choisi votre client, vous pouvez vous exprimer dans cette langue pour le représenter. Et finalement, quelques barreaux provinciaux, en particulier ceux de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, ont intégré à leur code de déontologie une obligation pour l'avocat d'informer son client de son droit de se servir de la langue officielle de son choix devant les tribunaux. J'encourage l'Association du barreau canadien et toutes les autres associations provinciales et territoriales à en faire de même. Et donc, ça, c'est en 2007. Comme j'ai mentionné, c'est en 2001 et 2003 que ça avait été adopté en Ontario et au Nouveau-Brunswick, mais ça n'existait pas du tout ailleurs, dans les autres provinces. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? L'année suivante, en 2008, l'Association du barreau canadien modifie son code type pour inclure des dispositions linguistiques. Donc, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont un petit peu moins jeunes dans la salle, qu'avant le code type de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, dont je vais vous parler dans une seconde, avant l'existence de ce code type de la Fédération, c'était plutôt le code type de l'ABC, le Model Code de l'ABC, qui était le code type principal au Canada et dont s'inspiraient les différents barreaux à travers les différentes provinces. Donc, en 2008, l'Association du barreau canadien, qui gérait, si vous voulez, le code type principal au Canada, modifie son code type pour y inclure des dispositions linguistiques. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de ces dispositions linguistiques-là, mais vous voyez, ça ressemble, ça vient ressortir essentiellement les mêmes idées, cette obligation d'informer le client de ses droits linguistiques, l'obligation de l'avocat d'avoir évidemment la compétence de gérer le dossier dans la langue choisie par le client. Donc ça, c'est en 2008. En 2011, les choses ont changé pas mal. Donc la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a adopté son code type. Puis pour ceux qui sont moins familiers avec qu'est-ce que c'est cette fédération-là, puis là, c'est pas la même fédération, c'est pas la FAGEF de Rénal Rémillard, qui est la Fédération des AGF, mais je parle bien de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la fédération qui chapeaute les différents barreaux. Donc, il y a au Canada, petite question piège, combien d'entités de réglementation de juristes? Il y a 10 provinces, 3 territoires, ça fait 14. Parce qu'au Québec, évidemment, tout est différent. Il y a le barreau du Québec et la Chambre des notaires. Donc, ils ont deux entités de réglementation de juristes. Donc, la fédération, c'est l'association des barreaux, si vous voulez. C'est l'association des barreaux. Puis, ce n'est pas une association qui, comme nos barreaux provinciaux, ici en Alberta ou chez nous en Ontario, ce n'est pas une association qui est une bébite qui a été créée par la loi ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement une association de barreaux, mais il faut faire attention parce que la fédération, en fait, a un rôle déjà très important et de plus en plus important dans la réglementation des avocats. Comme par exemple, le code type, le Model Code de la Fédération, a une influence extrêmement
importante à l'échelle nationale, puis on va le voir dans 2 secondes avec justement les dispositions linguistiques. C'est la fédération qui gère des ententes de mobilité entre avocats, par exemple, qui veulent aller d'une province à l'autre. C'est la fédération qui, dans les dernières années, tente d'avoir des normes nationales en matière de discipline des avocats. Alors, la fédération a de plus en plus un rôle très important à jouer dans la réglementation des avocats. Bref, en 2011, la fédération adopte son premier code type, mais il n'y a pas de disposition linguistique. En 2014, chez nous en Ontario, le barreau a adopté essentiellement le nouveau code type comme étant son nouveau code de déontologie ontarien, mais a décidé de conserver les dispositions linguistiques, sauf qu'en Ontario, le doit est devenu un devrait. Mais ça n'a pas duré pour devrait aviser son client de ses droits linguistiques. Donc chez nous, il y a eu un peu d'eau qui a été mis dans le vin, mais au moins on a conservé ces dispositions linguistiques-là. Mais je saute tout de suite à 2014 parce que ça, c'est quelque chose de très important qui est arrivé à ce moment-là. La fédération a modifié son code type parce qu'il faut comprendre qu'un code type, c'est un document vivant qui évolue. La fédération est continuellement en train d'examiner de voir s'il y a des modifications qui devraient être apportées au code type. Donc, en 2014, la fédération ajoute 2 règles sur les droits linguistiques dans son code type, et ce sont les 3.2-2A, 3.2-2B, qu'on retrouve, que je vous ai déjà présenté tantôt au tout début, qui se retrouvent quasi mot pour mot dans le code ontarien. Petite modification ici et là, dont je vous ferai grâce, mais essentiellement, le 3.2-2A, 3.2-2B et les 3 commentaires qui se retrouvent dans le code type de la Fédération, c'est ça qui a été adopté en Ontario. Mais pas seulement en Ontario. C'est là où on voit vraiment la force, si vous voulez, ou l'influence de la Fédération et l'influence de son code type. Parce que dans les années qui ont suivi, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, on voit que plusieurs barreaux adoptent chez eux le code type de la Fédération. Et voici un petit tableau que j'ai trouvé, là, qui a été préparé par le ministère de la Justice en 2016, puis qui vous démontre, si vous regardez la 2e colonne, concordance avec le code type, que déjà en 2016, il y avait plusieurs barreaux qui avaient adopté chez eux le code type de la Fédération. Pour certaines provinces, ce n'était pas un changement radical. Pour d'autres provinces, c'était un changement plus important. Mais là, on doit déjà mettre à jour ce tableau-là. Voici les mises à jour. Fait que pour résumer, vous voyez ici, là, dans la 2e colonne, tout le monde, ou à peu près, est maintenant avec un « oui ». Oui, dans le sens qu'il y a concordance avec le code type, y compris sur les dispositions linguistiques, le 3.2-2A, 3.2-2B. Donc, qui est encore dans le non? Bien, on a l'île du Prince-Édouard, où est-ce qu'on a oui, mais sans obligation linguistique. Donc, l'île du Prince-Édouard a essentiellement adopté le code type, mais il n'y a pas de disposition linguistique. Puis, à part ça, nos belles provinces de l'Ouest, ici, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan, il y a maintenant concordance avec le code type et donc adoption ou inclusion dans leurs codes provinciaux de ces dispositions linguistiques-là. Donc, changement pas radical en Ontario et Nouveau-Brunswick parce que ça faisait déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années que ça existait, mais changement très important dans plusieurs autres provinces, y compris les provinces de l'Ouest, où pour la première fois, on a ces dispositions linguistiques-là qui font maintenant formellement partie des codes de déontologie provinciaux. J'ai mis un petit point d'interrogation à côté du Québec, parce que le Québec, évidemment, est toujours particulier. Leur code, il y a eu des modifications importantes au code de déontologie du Québec aussi dans les dernières années. Ils n'ont pas adopté le code type dans le sens sa forme. Il faut dire que le fond ressemble drôlement, mais il n'y a pas de disposition linguistique au Québec. Cela étant dit, il y a une affaire très, très, très récente, l'affaire Masrani de la Cour suprême du Canada, où la Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur les obligations des juges, en grande partie, c'est ça la décision, mais a eu l'occasion de faire un petit commentaire par rapport à l'obligation des avocats au Québec, par rapport à leurs obligations déontologiques. Il a dit ceci:
Par ailleurs, il est vrai qu'un avocat est tenu de respecter certaines obligations déontologiques, par exemple celle d'agir dans le meilleur intérêt de son client. Il pourrait faillir à ses obligations s'il omettait d'informer de leurs droits, puis dans le contexte ici, on parle des droits linguistiques, de leurs droits, son client et les témoins qu'il appelle, ou s'il n'insistait pas de son côté pour plaider dans la langue officielle qui lui permet de servir son client comme il se doit. Donc, mon interprétation à moi, mon humble interprétation, c'est que la Cour suprême du Canada a essentiellement, via l'affaire Masrani, imposé au Québec une obligation semblable à celle qui se retrouve dans le Code de la Fédération et qui se retrouve dans essentiellement toutes les provinces maintenant, celle de l'obligation de l'avocat d'informer le client de ses droits linguistiques. Donc, ce n'est pas explicitement dans le Code type, mais je pense qu'on peut le déclarer qu'il est maintenant inclus là, via l'affaire Masrani. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, certaines constatations. En Ontario et Nouveau-Brunswick, ça existe depuis une quinzaine d'années. C'est dans le Code type de la Fédération depuis 2014. Ça a été élevé au niveau des règles, parce qu'autrefois, c'était les commentaires, mais là, c'est les règles. C'est quasi pan-canadien depuis ces quelques dernières années. Mais aussi, la substance n'a pas changé beaucoup. Si on regarde ce qui existait en Ontario en 2001 et ce qui est dans le Code type maintenant et dans toutes les provinces, il n'y a pas une grosse différence. Okay? Puis c'est un peu là-dessus où je veux mettre l'accent quand je veux faire mes critiques. En d'autres mots, je pense qu'il faut se réjouir de façon générale si on est francophone, francophile, en situation minoritaire. Je pense que c'est une bonne chose qui est arrivée. Le Code type a été modifié. Il y a cette obligation-là qui existe dans toutes les provinces, quasi. Je pense qu'il faut se réjouir de ce développement-là. Mais en même temps, je pense qu'il faut regarder ça d'un œil critique et se dire, OK, bon ben, c'est bien, mais est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce qu'on a tout simplement adopté ce qui avait été fait en 2001, puis on l'a adopté à nouveau maintenant en 2014 et dans les années qui ont suivi, sans vraiment peut-être se pencher sur est-ce qu'on pourrait faire plus, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc, certaines critiques. La première, évidemment, c'est la plus évidente, ici dans le contexte albertain, c'est le should. Bon, ça va un peu de soi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large quelle est la critique par rapport à ça. Mais au niveau de la fédération, dans le code type, c'est le doit ou le must en anglais. En Ontario, on a adopté la façon peut-être un peu plus moderne, nous dirait Guy, de présenter cette obligation-là en disant simplement l'avocat informe son client plutôt que de dire doit informer, mais d'une façon ou d'une autre, ça arrive à la même chose. Dans les autres provinces et les autres territoires, on a le must. Donc, si on regarde par exemple vos amis en Saskatchewan puis au Manitoba, en Colombie-Britannique, c'est must. The lawyer must inform the client of his or her language rights. Mais en Alberta, c'est le should. Donc, un petit défi pour la GFA, en termes de revendication auprès du barreau, ben, je pense que c'est évident. Et vous êtes à peu près, selon les petites recherches, là, je pense que vous êtes la seule province où c'est, évidemment, on oublie l'île du Prince-Édouard où on n'en parle même pas, on oublie le Québec où c'est pas dans leur code non plus, mais pour les autres provinces qui ont essentiellement adopté le code type, vous êtes la seule province où c'est should plutôt que shall ou must. D'autres critiques, et puis je vais faire ça vite parce que je vois qu'il me reste 2 minutes, puis je ne veux pas moi-même trop abuser, puisque c'est moi-même qui est modérateur pour ma présentation. Le s'il y a lieu, ou qu'on retrouve dans le code ontarien, lorsqu'il y a lieu, qu'on retrouve dans le code type de la Fédération, ou le where applicable, qu'on retrouve dans d'autres codes, y compris celui d'Alberta. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est la partie au tout début. Le 3.2-2A dit « Un juriste doit, lorsqu'il y a lieu, informer un client des droits linguistiques du client. » Bien, ma question et ma critique, c'est qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a lieu, ou lorsqu'il y a lieu, where applicable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, puisque vous vivez vous aussi en situation minoritaire, que les clients qui sont francophones sont aussi capables, généralement, de parler en anglais. Et donc, si j'ai un client qui vient me voir, par exemple, accusé de quelque affaire en droit criminel, il a le droit à un procès en français à travers le pays.
Bon, bien, s'il se présente devant moi, on se parle en anglais, quand est-ce qu'il y a lieu? Est-ce qu'il y a lieu lorsque je détecte un accent? Je dis, ah, OK, tu me parles en anglais, mais comme je détecte un petit accent français. Est-ce qu'il y a lieu lorsque son nom est français, comme s'il s'appelle Jean Tremblay? Il y a des bonnes chances qu'il parle français, ou qu'il, en tout cas, peut-être pouvait parler français à un moment donné. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai donc l'obligation de lui dire, oh, en passant, hein, tu as le droit à un procès en français, je vois que tu t'appelles Jean Tremblay. Parce que c'est à ce moment-là. Mais, puis là, Marc va trouver ça drôle parce que j'utilise toujours son nom quand je parle de ça dans ma salle de classe ou bien dans une conférence. Qu'est-ce qui arrive s'il s'appelle Mark Power? Mais Mark Powers, ça fait très anglais comme nom. Mais essayez pas d'oublier de proposer à Mark Power qu'il a droit à un procès en français s'il se fait accuser de quelque crime à un moment donné, puis je le souhaite certainement pas. Donc, il y a... Mais il faut comprendre que quelqu'un comme Mark Power est très francophone, puis il voudrait évidemment procéder en français s'il était accusé. Je vais même un peu plus loin. Qu'est-ce qui arrive si mon client est anglophone, mais peut-être la partie opposée est francophone, où on va avoir des témoins en français qui voudront témoigner en français, où on va avoir de la documentation, il y a eu des échanges courriels, des ententes de signer quelque chose en français. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a lieu? Alors ça, c'est pas clair. Alors, ma critique, ça serait de dire, on devrait, je pense, réfléchir peut-être à nouveau à cette règle-là, et puis peut-être la repenser dans un contexte d'offre active. Puis ça vient chercher un peu ma deuxième critique du plus tôt possible. Parce qu'en Ontario et dans le code type de la Fédération, on a ce concept de l'avocat doit aviser le client de ses droits linguistiques le plus tôt possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le plus tôt possible? Est-ce que c'est comme aussitôt que j'y pense? Est-ce que si j'en parle à mon client après quelques semaines, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est le plus tôt possible? Est-ce qu'on ne devrait pas s'assurer que cette conversation-là et que cette information-là est transmise au client dès la première conversation? Un peu comme on commence tout nouveau dossier avec un client en disant, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton adresse? On a des obligations en Ontario, par exemple, chez nous, je devine que c'est la même chose ici, on a l'obligation de ramasser certaines informations du client au début, un genre de Know Your Client, là, où est-ce qu'on doit ramasser l'information. Est-ce qu'on ne devrait pas rendre plus explicite l'obligation d'en parler au client dès la première interaction avec ce client-là? Est-ce que ça serait pas... Quel serait le problème avec une approche comme ça? Puis encore, dans une perspective d'offre active. Comme vous savez, c'est vraiment le buzzword depuis plusieurs années maintenant. C'est vraiment la façon de procéder pour tout ce qui a rapport aux droits linguistiques en situation minoritaire. C'est vraiment cette idée d'offre active. Et donc, si on lit ces dispositions linguistiques-là avec cette nouvelle lentille-là, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements qu'on pourrait proposer? Puis, je vais juste finir avec ceci en dépassant mon propre temps de 3 minutes. Je vais juste finir avec celui-ci. Les critiques que j'ai faites jusqu'à présent, puis là j'en ai sauté une ou deux, là, mais les critiques que j'ai faites jusqu'à présent, c'est un petit peu des fins détails par rapport à la règle telle qu'elle existe. Mais comme je vous ai dit tantôt, essentiellement, la règle qu'on a aujourd'hui, ça ressemble drôlement à la règle ontarienne qu'on a depuis 2001. Donc on a juste fait un copier-coller de ce qu'on avait déjà, dans un contexte un peu plus moderne, puis on n'a pas, je pense, repensé à quoi d'autre est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans. Ça fait que laissez-moi juste semer une petite graine de quoi d'autre il pourrait y avoir là-dedans. Nous avons, à mon avis, au Canada, une situation où chaque avocat doit être quand même sensibilisé ou sensible à la question linguistique. Puis ce que je veux dire par ça, c'est tous les avocats au Canada pratiquent dans des ressorts bilingues. Certaines provinces sont plus bilingues que d'autres, mais tout le monde, on travaille quand même sous le grand chapeau fédéral. Les lois fédérales sont dans les deux langues, la charte c'est dans les deux langues. On sait tous que les lois sont passées au fédéral dans les deux langues et les deux ont force de loi. Et c'est le cas pour plusieurs provinces aussi. Donc, est-ce qu'on
peut dire, puis je pense qu'on peut dire, qu'un avocat qui n'est pas conscient de cette réalité-là ne fait pas son travail à 100%. Et je vais vous donner un exemple bien concret, puis je vais conclure avec ça. Si je fais du litige, je suis un avocat 100% anglophone, je travaille à Saskatoon, ben, je vais prendre un exemple albertain, je travaille à Calgary, je suis un avocat 100% anglophone, je m'en vais demain plaider à la cour, et puis je m'en vais me chicaner là, sur un terme d'une loi fédérale. Parce que tout le litige tourne là, et vraiment, il y a comme une expression dans une disposition qui est vraiment au cœur du litige. Est-ce qu'on peut dire que j'ai réellement fait mon travail si je n'ai pas regardé la version française de cette loi-là? J'ai pas fait mon travail. J'ai pas fait mon travail. Parce qu'on sait tous, on devrait le savoir, que lorsqu'il y a deux versions, ils disent autant que possible la même chose, mais des fois ils disent pas la même chose. Puis il y a toute cette interprétation croisée des lois qui existent justement pour régler les conflits qui existent. Est-ce que j'ai réellement fait mon travail, même en tant qu'avocat anglophone, dans un contexte anglophone, avec un client anglophone, dans une plaidoirie, dans une audience anglophone? Est-ce que j'ai fait mon travail si je n'ai pas, si je ne suis pas allé voir au moins s'il y avait un argument qui existe? Donc, je vous laisse avec ça, puis pour vous dire que je pense qu'on pourrait prendre un recul et puis de se poser la question à savoir s'il n'y aurait pas des améliorations additionnelles qui pourraient être faites à ces dispositions linguistiques-là. Je conclue avec ça. S'il y a des questions, attrapez-moi pendant la pause parce que je ne veux pas être la personne responsable d'avoir tout chambardé l'horaire. Donc, prenons une petite pause d'une dizaine de minutes et puis on reprend. Okay? Merci beaucoup.